Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous mensuel de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le Café numérique. Au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, je vous remercie de participer à cet événement important. Important parce que je voudrais commencer par deux chiffres. 2800 $, c'est le prix d'un conteneur il y a un an de la Chine vers le Bénin. Aujourd'hui, ce même conteneur coûte 10 500 $. Vous comprendrez que la COVID-19 a opéré sérieusement les coûts de transport. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus à la Chambre de commerce que le programme d'action du gouvernement qui a pensé à cette zone économique spécialisée de l'OGP pour transformer notre pays en un pôle industriel était une très bonne solution. Et que les deux chiffres que je viens de vous signifier montrent à souhait, si on a encore des doutes, que nous devons travailler à réduire considérablement l'importation et penser à travailler à développer nos industries dans notre pays pour satisfaire la demande nationale et la demande européenne. Et pour faire cette présentation et nous expliquer toutes les opportunités que les chefs d'entreprise peuvent avoir dans cette zone économique spéciale, nous avons l'honneur de recevoir le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, M. Laurent Gambachi. Pendant 20 minutes, il aura la lourde tâche de nous expliquer toutes les opportunités pour le secteur privé. Et après cela, nous aurons des moments d'échange avec ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont en ligne, qui va durer ce moment d'échange au minimum 30 minutes, parce qu'on aimerait bien échanger avec vous pour avoir la quintessence de ce que c'est que la zone économique spéciale. Après, nous aurons un temps pour le directeur de la pièce pour conclure cette séance et pour prendre le rendez-vous du mois prochain. Sans plus tarder, je voudrais simplement rappeler les règles, comme d'habitude. Ceux qui ne parlent pas ferment leur micro. Et ceux qui ont du mal à avoir une bande passante normale essayent de couper leur caméra pour avoir une bande passante qui leur permette d'écouter attentivement le directeur général de la pièce. Et évidemment, lorsqu'ils veulent prendre la parole le moment des questions, ils se présentent succinctement et ils posent des questions. Sans plus tarder, je donne la parole à Laurent Gambès, directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Merci beaucoup, cher ami, monsieur le directeur, le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, de m'avoir invité à présenter la zone économique spéciale qui est déjà en cours, je dirais, d'installation. Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis internautes, merci d'être présents à ce rendez-vous organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Merci de votre présence parce que la zone économique spéciale, telle que l'a pensée le président de la République, Patrice Talon, doit permettre au Bénin d'assurer la transformation structurelle de son économie. Vous savez que notre pays, à l'instar de beaucoup de pays, mais particulièrement notre pays, de par sa situation géographique et de par l'histoire, est plutôt un pays, je dirais, marqué par des échanges commerciaux. Et notre volonté, c'est de faire en sorte que
nous puissions transformer une grande partie des productions locales et surtout, nous puissions faire en sorte que notre matière première, nos produits locaux, soient davantage valorisés afin de créer des emplois, créer de la valeur pour notre économie. C'est la raison pour laquelle la zone économique spéciale de Glodigbé, aujourd'hui en cours d'installation, est pour nous une chance formidable. Formidable pour les chefs d'entreprise béninois, formidable pour l'emploi et formidable en fait pour le tissu économique de notre pays. Je vais commencer ma présentation d'abord en précisant ce qu'on entend par zone économique spéciale. Puis, j'irai développer de manière beaucoup plus dans le détail le dispositif incitatif applicable dans les zones économiques spéciales en général et dans la zone économique spéciale de Glodigbé en particulier. Dans un deuxième point, je préciserai bien évidemment le cadre de gouvernance de la zone économique spéciale et enfin quelques développements sur les impacts prévus de la zone économique spéciale de Glodigbé sur l'économie de notre pays. Comment définit-on aujourd'hui la zone économique spéciale de Glodigbé? C'est un espace du territoire national qui a été identifié en fonction de sa situation vis-à-vis en fait du port de Cotonou, identifié vis-à-vis également du milieu dans lequel les activités vont se dérouler. Vous savez que à Alada en particulier, Tori-Bosito, Zé, Zivier, c'est une grande zone, je dirais, de tradition agricole, de production agricole. La zone a également été identifiée pour sa proximité avec la RNI 1, la RNI 2. Donc, c'est un ensemble de critères qui a conduit le gouvernement à choisir d'installer la zone économique spéciale sur un espace aujourd'hui délimité sur 1640 hectares, mais avec une réservation tout autour qui va porter la zone à 10 000 hectares. Donc, c'est un espace qui a été retenu, délimité par l'État pour promouvoir le développement d'un pôle économique avec des mesures incitatives, notamment fiscales, douanières, et des facilités d'implantation et des facilitations des procédures administratives et également la mise en place d'infrastructures, notamment des entrepôts et des services, notamment des services logistiques qui vont faciliter pour les investisseurs dans la zone l'évacuation, la production de leurs produits et l'évacuation de leur production. Quels sont les avantages d'une installation des entreprises dans la zone économique spéciale de Glodigbé? D'abord, je voudrais préciser le fait qu'il y a aujourd'hui prévu dans la loi sur la zone économique spéciale 4 régimes. Un régime douanier, un régime fiscal, un régime commercial et un régime social. En ce qui concerne le régime douanier, nous avons le régime des exportations, c'est-à-dire une entreprise qui s'implanterait dans notre pays et qui n'aurait pas de volonté de vendre cette production sur le marché national. C'est une entreprise, il y a des entreprises qui sont aujourd'hui même installées dans le pays, qui ne vendent pas un seul produit sur le marché national et qui vendent la totalité de leur production à l'étranger. Donc, ce type d'entreprise, lorsque ce type d'entreprise s'installe dans la zone, elle pourra bénéficier d'une exonération totale des droits de douane. Deuxièmement, elle va bénéficier également de procédures simplifiées pour transporter en fait
les marchandises importées dans la zone économique spéciale pour pouvoir produire. C'est-à-dire, je prends un exemple précis, une entreprise qui produit de la salade de fruits, par exemple, et qui importerait une partie, en fait, de ces fruits pour pouvoir les transformer dans la zone, bénéficierait, en fait, d'une simplification des procédures pour ramener ces fruits en complément des fruits transformés au niveau local. Donc, dans le régime d'exportation, au niveau du régime douanier, exonération totale de droits de douane et procédures simplifiées pour importer des matières premières pour la production. Dans le régime douanier également, il y a le régime de promotion des échanges intracommunautaires. Vous savez que lorsque une entreprise installée dans notre pays veut vendre sa production en Côte d'Ivoire, par exemple, ou dans un autre pays de l'espace CEDEAO, il y a un certain nombre de procédures qu'elle doit respecter avec des commissaires qui ne sont pas forcément, qui donnent les autorisations et qui ne sont pas forcément installés sur notre territoire. Et donc, ça donne lieu en fait à des échanges et quelquefois, pour avoir le certificat d'origine communautaire, nous pouvons prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour pouvoir les obtenir. Ce que nous allons mettre en place au sein de la zone économique spéciale, c'est un dispositif qui va permettre justement de simplifier le transfert de biens et des marchandises importés vers la zone économique spéciale, mais surtout de faire en sorte que nous ayons un dispositif au sein de la zone qui permette de faciliter l'obtention en fait de ce certificat d'origine communautaire. Par ailleurs, bien évidemment, il y a en termes de bénéfices également dans ce régime l'exonération des droits de douane sur les machines, matériels, équipements et accessoires, pièces détachées en lien avec le programme de production. Bien évidemment, lorsque vous importez en fait des équipements qui n'ont strictement rien à voir avec votre programme de production, avec ce que vous produisez, vous ne pouvez pas bénéficier de cette exonération. Par contre, lorsque les équipements sont destinés à la production au sein de la zone, vous bénéficiez d'une exonération totale de droits de douane à l'entrée de vos équipements au port de côte. Deuxième régime, c'est le régime fiscal. C'est-à-dire les impôts. Est-ce que les entreprises installées dans cette zone bénéficient en fait d'exonération d'impôts sur les sociétés? C'est bien le cas. Il y a une exonération totale de tous les impôts sur les sociétés, sur les dividendes, sur la TVA, sur la contribution foncière sur propriété bâtie et non bâtie, sur les droits d'enregistrement, sur les mutations, sur le versement patronal sur les salaires. Et enfin, toute retenue fiscale à la source, l'entreprise est complètement exonérée. Deuxièmement, il y a une liberté de rapatriement des revenus. Une entreprise qui s'installe dans la zone peut, une fois qu'elle a effectué ses opérations, peut rapatrier en fait ses revenus dans son pays où il a en fait le siège en fait de son activité. Donc nous ne faisons pas, nous ne bloquons pas, nous n'obligeons pas les entreprises qui travaillent dans notre pays à une imposition, à une taxe ou à une limitation en fait de l'importation des revenus gagnés sur le territoire national. Donc liberté totale de rapatriement des revenus. Liberté également de distribution de dividendes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Remboursement des crédits de TVA sous 30 jours. Vous savez que habituellement, les entreprises peuvent mettre 1 an, 2 ans, 3 ans pour récupérer en fait la TVA collectée par l'État. Et donc, la pièce est régulièrement saisie par ces entreprises pour les aider auprès de l'administration fiscale afin de récupérer en fait la TVA. Là, dans ce dispositif qui sera mis en place, et c'est prévu par la loi, il y a un remboursement total des crédits de TVA sous 30 jours. Donc c'est un avantage qui va inciter les entreprises à se dire je ne vais pas perdre de la trésorerie pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais pouvoir, comme c'est prévu par la loi, déposer mes dossiers auprès de l'administration fiscale et récupérer rapidement en fait ma TVA. Troisième régime, le régime commercial. Dans le régime commercial, il n'y a plus de licence, ni de définition de quotas pour les importations. C'est-à-dire que lorsque vous voulez importer un produit,
produit, vous êtes complètement libre d'importer le produit, pas de quota, pas de licence. Également, liberté de vente sur le territoire douanier. Complètement libre de vendre la production. Si vous êtes en fait dans ce régime, vous pouvez vendre la production sur l'ensemble du territoire. Enfin, une liberté de transfert des fonds à travers les institutions financières agréées. Vous savez que nous sommes tenus par la législation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut respecter lorsqu'on veut transférer en fait les fonds du Bénin en fait vers des institutions financières. Et donc nous allons travailler dans le cadre bien évidemment de la loi communautaire, mais nous allons mettre en place un dispositif qui va faciliter pour les investisseurs de la zone le fait qu'ils puissent rapatrier l'ensemble des fonds et donc les transférer en fait dans les banques à l'étranger. Enfin, un régime social avec une exonération patronale sur les salaires. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a un certain nombre de taxes patronales sur les salaires. Lorsque l'entreprise s'installe dans la zone, elle ne va pas payer, en fait, quelque part, c'est l'État qui subventionne la taxe sur les salaires, et donc elle est exonérée totalement de taxes patronales sur les salaires, et le contrat de travail est librement négocié. Il n'y a pas d'exigence de salaire minimum garanti dans la zone. C'est ce que prévoit la loi, mais dans l'application, nous serons extrêmement vigilants à ce que les niveaux de rémunération dans la zone soient légèrement supérieurs au SMIC, les niveaux les plus bas. Nous l'avons dit dans la loi, c'est quelque chose que nous avons voulu pour justement attirer les entreprises. Mais bien évidemment, comme je l'ai dit, nous aurons une attention particulière sur ce dispositif de manière à ce que la zone ne soit pas identifiée comme une zone où les critères sociaux ne sont pas respectés. Parce que ça peut être quelque chose qui va handicaper en fait la zone, parce que les entreprises installées dans cette zone pourront faire l'objet, je dirais, auprès de leurs clients à l'extérieur, je dirais, de difficultés. Vous savez qu'il y a un mouvement aujourd'hui dans le monde qui tend à taxer les entreprises qui ne respectent pas un certain minimum de critères sociaux, environnementaux, et donc nous serons vigilants là-dessus, même si nous avons prévu que dans la loi, il n'y ait pas en fait de minimum de SMIC, nous ferons en sorte que les entreprises qui s'installent s'engagent vis-à-vis de nous à avoir quand même le minimum qui permet justement de ne pas avoir de difficultés au niveau des clients, parce que si c'était le cas, ces entreprises ne viendraient pas dans la zone. Donc c'est quelque chose d'important pour nous et nous l'avons vraiment à l'esprit. Enfin, une facilitation de la délivrance des visas d'entrée et des cartes de résident économique. La difficulté que nous avons aujourd'hui, si vous faites un peu attention, c'est que au niveau en fait de tout le dispositif administratif pour accueillir les investisseurs, nous sommes beaucoup aujourd'hui. Nous avons des chefs d'entreprise qui souhaitent faire venir en fait des cadres et qui, en faisant venir les cadres, ont des difficultés pour obtenir en fait leur carte de séjour pour travailler ici. Et donc, ce n'est pas bon en termes de, je dirais, de perception que des investisseurs se disent est-ce que lorsque je vais là-bas, est-ce que je peux faire venir mon ingénieur qui va rester là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, c'est très difficile. Donc, nous nous employons au quotidien au niveau de la pièce à résoudre ces petites difficultés. Et ce qu'on a voulu au niveau de la zone économique spéciale, c'est qu'on ait un dispositif au niveau du guichet unique qui permette, avec nos collègues de l'immigration, qui permettent justement de traiter ces sujets sans que le chef d'entreprise ne soit obligé d'aller faire la queue sous le soleil au niveau de la direction de l'immigration. Donc, voilà de manière schématique les régimes de la zone économique spéciale. C'est un dispositif, je dirais, qui est très performant et par rapport en fait aux autres zones économiques spéciales que nous connaissons, les dispositifs qui sont là sont, je dirais, beaucoup plus incitatifs que les autres parce que avant de les mettre en place, nous avons fait un benchmark au niveau des pays qui ont mis en place en fait ce type de dispositif. On a regardé au niveau du Gabon, on a regardé au niveau de l'Éthiopie, on a regardé au niveau du Kenya, des pays qui peuvent nous concurrencer dans l'attractivité en fait du territoire. Et donc nous avons essayé
de travailler pour mettre en place en fait un dispositif qui soit beaucoup plus incitatif et qui soit beaucoup plus ciblé. Et donc, nous avons commencé justement à voir avec des lieux d'affaires, à faire la promotion de notre pays, et globalement, l'accueil est très favorable, c'est-à-dire que les investisseurs étrangers considèrent que ce que nous mettons en place là est de nature, après il y a d'autres conditions bon, sur lesquelles il va falloir qu'on travaille en termes de marketing, mais le dispositif, de manière concrète, le dispositif que nous avons mis en place là est de nature justement à favoriser une prise de décision qui pourrait nous permettre en fait d'avoir rapidement un certain nombre d'investisseurs dans notre pays. Alors, là, il y a juste une image qui va être, cette image va être l'image de la zone économique spéciale, de l'entrée de la zone économique spéciale de Boudigué. Hein, les travaux je dirais, de nettoyage des 40 premiers hectares de l'entrée de la zone sont déjà en cours depuis le 5 février 2021. Voilà à quoi va ressembler l'entrée de la zone. L'État s'est engagé à faire venir au droit de la zone économique spéciale 4 infrastructures majeures. D'abord, l'eau. Donc, nous avons eu un certain nombre de réunions avec la haute autorité pour préciser le calendrier de réalisation de ces infrastructures qui doivent venir au droit de la zone. Et dans un second temps, c'est l'exploitant de la zone qui fera les travaux à l'intérieur de la zone. Mais il faut que l'État amène les infrastructures. Et donc, l'eau est déjà au droit de la zone économique spéciale. L'électricité sera effective en septembre, confirmation par le directeur général de la SB2E et par le ministre de l'Énergie. Il resterait la fibre. La fibre sera opérationnelle au droit de la zone en juin. Et il reste la route le programme est en cours. L'idée, c'est de faire en sorte que, je ne sais pas si vous voyez un peu l'adresse de cette zone, la route est étroite, les camions se croisent, c'est très difficile en fait d'évoluer, alors même que nous aurons un flux ininterrompu de camions qui quitteront la zone pour venir en fait sur le port de Cotonou et d'autres qui remonteront du port de Cotonou pour aller dans la zone. Donc il y a des travaux d'infrastructures importantes qui sont prévus pour doubler en fait la voie de manière à ce qu'il y ait une circulation beaucoup plus fluide. Là, vous avez le master plan de la zone. Voilà à quoi va ressembler la zone. Va ressembler en fait à une raquette de ping-pong ou de tennis. Mais ce qui est important de voir, c'est que l'entrée sera au niveau de la RNI. Il y aura plusieurs entrées, mais l'entrée principale sera au niveau de la RNI 2, avec la construction d'un certain nombre de bâtiments. Le bâtiment de l'autorité administrative, une grande route la route qui va innerver l'ensemble de la zone. Nous aurons également le bâtiment des pompiers. Nous aurons, en fait, c'est la création d'une véritable ville, avec des hôtels, avec des restaurants, avec des centres de stockage, avec des centres logistiques. Et donc, tous les petits carrés que vous voyez là, en fait, ce sont des parcelles sur lesquelles vont s'installer en fait des entreprises. Donc, voilà schématiquement, il y a plusieurs entrées et sorties en fait de la zone, mais l'entrée principale, c'est bien celle que vous voyez au niveau de la RNI, c'est-à-dire la route qui part de Cotonou à Kassato et qui va vers Alada. Alors, quelques informations. La date de création, 5 février 2020, par décret pris en Conseil des ministres. Donc, c'est lors de ce Conseil des ministres qu'on a pris le décret de création de la zone économique spéciale. Donc, nous avions, nous, à Piet, la responsabilité de tout faire pour que, rapidement, on puisse remettre le site en fait, à l'exploitant. Et vous savez que l'exploitant, c'est le groupe OLAM, par l'intermédiaire de Euraise, qui est sa filiale, et qui a signé un accord avec l'État pour l'aménagement et l'exploitation des 1640 hectares. Le démarrage des travaux a eu lieu le 5 février dernier. Donc, on a mis un an pour travailler sur
l'expropriation et surtout sur l'indemnisation des propriétaires affectés par le projet. C'est un délai relativement court et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de travailler un peu en temps masqué, c'est-à-dire que nous indemnisons sur 40 hectares et hop, nous commençons les travaux et nous avançons comme ça, en temps masqué. En même temps que nous faisons les travaux, nous sommes dans un processus, nous restons dans le processus d'indemnisation jusqu'à, parce que si nous attendons que tous les 1640 hectares soient libérés, je pense qu'on ne commencera pas les travaux maintenant. Même que pour nous, c'est une course contre la montre, nous devons tout faire pour que la zone devienne opérationnelle et que les entreprises s'installent. Donc nous avons nous-mêmes une pression de la part en fait, des entreprises que nous avons démarchées et qui nous demandent tous les jours quand est-ce que je viens m'installer. Donc pour nous, c'est vraiment une course contre la montre et nous devons tout faire pour ne pas les décevoir. Donc le montant des investissements prévus pour l'aménagement de la zone est de 164 milliards de francs CFA. Et 164 milliards, dont une très grande partie sont apportés en fait par le partenaire. Alors, la vocation principale de la zone, c'est bien évidemment de promouvoir et attirer les investissements de type agricole, industriel, commercial et des services, parce qu'il y aura en fait des services logistiques, il y aura des services de stockage, il y aura des services de logement, il y aura des services en fait, il faut loger tous les travailleurs qui sont prévus dans la zone, il va falloir les loger dans la zone, mais il va falloir également les loger à l'extérieur. Donc, il faut inciter les chefs d'entreprise de notre pays, béninois, à anticiper en fait sur cette approche, parce que nous prévoyons à peu près 350 000 emplois au sein de la zone, mais de mémoire, je pense que nous n'avons que prévu dans les opérations en fait, d'installation que 9 000 logements pour pouvoir installer en fait, les travailleurs. Donc toute cette zone va subir en fait un développement spectaculaire parce qu'il y aura des besoins de logement, il y aura des besoins de restauration, il y aura des besoins d'hôtellerie. Et donc j'incite vraiment les chefs d'entreprise à anticiper, en fait sur l'évolution de la zone et ne pas le laisser en fait aux investisseurs étrangers qui viendraient avec un effet d'aubaine investir en fait dans la zone. Donc c'est très important. Et je remercie encore mon ami secrétaire général de la Chambre de commerce d'avoir pensé à ce café numérique et ce sujet, parce qu'il faut que nous communiquions vis-à-vis en fait, du milieu d'affaires béninois, de manière à ce qu'il soit vraiment imprégné de ce que nous cherchons à faire et des opportunités que ça représente en fait pour eux. Donc c'est très très important. Merci encore, cher ami. Donc, bien évidemment, l'objectif, vous pouvez nous demander, mais pourquoi vous donnez toutes ces incitations à ces entreprises? Mais nous donnons ces incitations à ces entreprises parce que ce qui est important pour nous, c'est la création d'emplois. Ce n'est pas de prendre des taxes, ce n'est pas de prendre des impôts. Ce qui est important, c'est la création d'emplois. Les emplois créés vont permettre justement de développer une classe moyenne dans notre pays et l'État pourra toujours récupérer par des impôts sur des tas de sujets, des tas de services qui vont se mettre en place. Donc, ce qui est important pour nous en termes de stratégie, venez chez nous, investissez chez nous, créez des emplois et globalement, vous n'aurez pas de taxes payées. Voilà l'idée qu'il y a derrière la mise en place de ces zones économiques spéciales et puis ça va faire monter le niveau, la qualité en fait de formation de nos jeunes. Et hier, j'étais avec le milieu d'affaires français. Ils sont très, très intéressés par tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, vraiment. Et il y avait une réunion avec le MEDEF en France pour parler en fait de la zone économique spéciale de Goutibé. Et c'est très, très important que nos chefs d'entreprise qui sont déjà implantés dans notre pays, qu'ils soient béninois ou étrangers, saisissent cette opportunité, saisissent cette occasion pour se projeter et voir dans quelle mesure, compte tenu de leur activité, ils pourraient eux profiter également en fait, de ce dispositif qui est mis en place aujourd'hui. Enfin, des industries qui sont attendues dans la zone et qui ont déjà manifesté leur intérêt de s'y installer. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous travaillons en temps masqué, en même temps que nous essayons de faire les travaux, nous engageons les travaux, nous avons été démarchés par des industries qui ont entendu parler de la zone économique spéciale et qui viennent nous voir pour nous demander des superficies,
comment candidater, comment travailler. Est-ce que la filature, la confection sont des priorités au sein de la zone? Voilà. Donc, tout ça, c'est très, très intéressant. Et donc, nous commençons à travailler avec ces entreprises. Il y en a une qui est particulièrement, je dirais, pressée, notamment dans le domaine de cajou, hein, et qui va prendre possession en fait de ces parcelles, 20 hectares sollicitées à partir du mois de juin. Donc, et qui s'est engagé à transformer 40 000 tonnes de cajou. C'est une entreprise qui est connue, hein, qui est reconnue au niveau international, qui a des unités au Mali, mais avec quelques difficultés au Mali, notamment en raison de difficultés d'approvisionnement en matière brute. Et donc, ils veulent installer en fait cette unité au Bénin. Il y a la sécurité dans notre pays, il y a des circuits qui existent déjà, il y a une organisation, il y a une administration dans notre pays, il y a la chambre de commerce hein, qui existe. Et donc, ça les a incités à choisir le Bénin pour installer leur première usine de transformation de 40 000 tonnes. Nous avons tendance, nous, au Bénin, nous produisons à peu près 150 000 tonnes de noix de cajou par an. Certains disent beaucoup plus, hein, mais l'objectif du gouvernement, c'est de doubler la production de noix brutes, mais également de transformer au minimum 50% de notre production. Et donc, c'est une nouvelle que cette entreprise est sollicitée le chef de l'État. Et donc, la réunion avec le chef de l'État et cette entreprise a conduit à mettre en place tout un dispositif accéléré pour faire en sorte que cette entreprise s'installe le plus rapidement possible. Et donc, 40 000 tonnes de transformées, c'est presque 1 millier d'emplois. Donc, pour nous, c'est très, très intéressant. Il faut vraiment qu'on s'engage dedans. Et donc, les chefs d'entreprise béninois, les entreprises installées au Bénin, doivent réfléchir à tout ça et voir dans quelle mesure ils pourraient être sous-traitants en fait, de ces sociétés qui vont s'installer. Donc, on a été démarché par les industries de transformation de noix de cajou, je vous l'ai dit. Hein, il y a 14 unités, 14 entreprises différentes qui nous ont demandé quelles sont les conditions pour s'installer dans la zone et qui ont manifesté un certain intérêt. L'industrie de filature et de tissage de coton, là, ce sont des entreprises chinoises et turques qui nous ont sollicité. Les industries de fabrication de vêtements également, des sociétés turques. Les industries agroalimentaires de bois et de transformation de fruits également. Et donc, nous essayons de mettre en place tout un dispositif pour pouvoir mieux accueillir, mieux informer, mieux donner l'information, je dirais, importante en fait à ces entreprises, de manière à ce qu'ils ne se détournent pas du Bénin dans cette période en fait, de pandémie. Alors, le cadre de gouvernance de la zone économique spéciale, comment la gouvernance va être organisée. L'autorité administrative de la zone va être confiée à l'Agence de promotion des investissements et des exportations et l'agence sera chargée de veiller à l'application et au respect de la législation en vigueur. Hein, on a parlé tout à l'heure en fait du code du travail, du droit du travail. Hein, donc on va être chargé de veiller à ce que les lois de notre pays s'appliquent dans la zone, nonobstant en fait la loi sur la zone économique spéciale. Il va falloir intégrer. Voilà, donc on va veiller à ce que tout soit bien respecté. On va veiller au suivi des cahiers des charges de la Société d'aménagement de gestion des entreprises de la zone. Vous savez que l'État a créé une société pour gérer avec le partenaire OLAM, c'est la CIPI. Et donc, nous devons veiller à ce que le cahier des charges signé entre l'État et la société RISE soit respecté. Et donc, nous avons ce rôle de policier, de contrôle. Et enfin, nous devons organiser le guichet unique, les formalités et les démarches administratives pour l'ensemble des intervenants de la zone. C'est-à-dire le guichet unique, c'est-à-dire l'endroit où, lorsque vous venez, vous avez en fait toutes vos démarches qui sont prises en main par l'autorité administrative. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les investisseurs ne soient pas contraints d'aller faire le tour des différentes administrations, des différents ministères pour obtenir l'autorisation de s'installer. On va mettre en place un guichet unique composé de l'ensemble des administrations, mais qui seront sous l'autorité de l'APIEX, de manière à ce que nous puissions rapidement donner satisfaction à ces investisseurs. Et alors, l'impact sur les exportations du PIB,
Bon, nous, les projections que nous faisons, c'est une augmentation des exportations de 5 à 10 milliards d'ici 10 ans, une augmentation du produit intérieur brut, 4 à 7 milliards, une augmentation de la production industrielle dans notre pays. Enfin, la création d'emplois liés à la zone, je vous l'ai dit tout à l'heure, 100 000 emplois prévus dans la transformation de noix de cajou, de karité, d'ananas et de soja, 200 à 250 000 prévus dans la filature, le tissage du coton et la confection de vêtements. Je vais m'en arrêter là pour prendre les questions avec le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Merci beaucoup. Mon cher Laurent, merci. Merci pour ta brillante intervention. Nous retenons que le directeur de la PIEX nous a présenté la zone économique spéciale de Glodimé et que notre objectif, qui est de transformer notre pays en un pôle industriel, est possible avec ce que nous avons entendu. Je voudrais vous dire que plus de 1600 hectares que l'on met à la disposition des chefs d'entreprise, qu'ils soient béninois ou étrangers, avec des facilités, et en plus la possibilité de les aider à faire toutes leurs formalités est quelque chose d'exceptionnel pour un chef d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise a toujours envie de se concentrer sur son métier et faire que son métier et que le reste, la pièce ici pourra l'aider à faire tout le reste. Je voudrais être sûr que les chefs d'entreprise du Bénin et de l'étranger ont su et ont compris ce que l'Agence de promotion des investissements a présenté. Et c'est pourquoi nous ouvrons le bal des questions et nous espérons que ces questions seront suffisamment nourries. Monsieur Falipo, on y va en même temps parce que on poursuit. Je dois saluer l'initiative de la Commission pour ces rencontres régulières qui nous permettent d'échanger et d'être au fait de ce qui se passe dans notre pays. Nous saluons particulièrement également la présence qui nous présente le gros sujet sur la zone économique. Et on a bien écouté, on a bien entendu. Sauf que la partie que j'aurais aimé entendre pour compléter sa présentation, c'est de dire si on a fait des études comparatives avec d'autres pays dans la sous-région, le Bénin même a eu l'expérience d'une zone franche industrielle et aux dernières nouvelles, j'étais dans une délégation composée des conseillers du Conseil économique et social, on s'est rendu à la zone franche industrielle, on s'était rendu compte que la part de l'État qui visait à apporter l'énergie, eh bien cette contribution de l'État n'a pas pu être respectée, de sorte que les gros investisseurs, et je pense que M. Lopez, qui a fait un tour là-bas, plus d'un tour là-bas, doit savoir de quoi on parle, et ça a handicapé fortement ces quelques entreprises qui ont donc cru au niveau de l'État. Comparaison n'est pas raison, on est bien d'accord, mais avons-nous la certitude de la faisabilité dans les délais de tout ce qui a été annoncé? Et deuxième sujet que je veux aborder avec vous, je suis le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, donc je parlerai des chefs d'entreprise nationaux qui, vous le savez, nous avons des faiblesses. Il y a des forces, il y a sans aucun doute, mais nous avons quelques faiblesses à pouvoir intégrer ce type de schéma. Je voudrais proposer alors à la PIEX d'ouvrir un guichet pour que nous nous communiquions là-dessus, de sorte que ceux qui ont des idées ou qui aspirent à quelque chose au niveau de cette zone, eh bien, puissent venir en discuter. Et je crois que M. Gongoy doit se faire fort d'accompagner ces entreprises qui sont complexes, mais vont lui dire voilà nos faiblesses, comment on comble ça, de manière à ce que, après tout, exonération d'impôts, fiscales, douanes, etc. C'est le Bénin qui, quelque part, perd, même si on a compris que la contrepartie, c'est des emplois,
eh bien, c'est aussi une contribution des chefs d'entreprise dont je pense qu'ils doivent pouvoir tirer profit de cela. Voilà les deux interventions. Merci bien, M. Philippot. Juste, je vais aller vite. Oui, vite. Alors, l'expérience de la ZFI, effectivement, vous avez raison, c'est une occasion manquée d'accélérer la transformation industrielle de notre pays. Vous avez raison. Mais lorsque vous mettez en place une zone et vous la faites diriger par des gens qui ne sont pas des professionnels, hein, ça ne peut pas marcher. Là, nous avons anticipé sur tout ça. Ceux qui gèrent, qui vont exploiter la zone et qui vont investir dedans avec un contrat de performance avec l'État, hein, sont des professionnels. C'est leur métier, ils ne font que ça. Ils ne font que ça et ils font ça partout dans le monde. Donc, concernant la zone franche industrielle qui a été transformée en zone industrielle, c'est du passé. Hein. Beaucoup d'erreurs ont été réalisées dans la mise en place en fait, de cette zone. Aujourd'hui, nous avons tiré leçon de ces erreurs et nous avons pris les dispositions pour mettre en place une zone économique spéciale. En ce qui concerne l'ouverture d'un guichet pour informer les chefs d'entreprise, bien évidemment, vous avez raison. Vous avez raison. Je vous dis que nous travaillons en temps masqué, donc les travaux ont commencé. Nous sommes en train de parfaire en fait, le dispositif de communication. Cette étape-là, au niveau de la Chambre de commerce, rentre dans le cadre de notre dispositif d'information parce qu'il faut que nous informions les chefs d'entreprise. Si nous n'informons pas les chefs d'entreprise, ça va être difficile pour ces chefs d'entreprise de se projeter. Donc, bien évidemment, le corollaire de tout ça, c'est mettre en place également un dispositif pour informer les chefs d'entreprise, pour les recevoir, pour voir avec eux la pertinence en fait soit d'une implantation, soit d'un travail en sous-traitance avec les investisseurs qui vont venir. Vous avez tout à fait raison, nous devons faire en sorte que nos chefs d'entreprise qui sont déjà installés chez nous puissent bénéficier, mais avec vraiment avec un maximum d'efficacité de tout ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Merci. Je voudrais compléter ce que M. Lambert dit par rapport à la deuxième question du président Philippot. La Chambre de commerce a annoncé sous l'impulsion du président de la Chambre de commerce un programme qu'on appelle Impulse. L'Impulse, c'est permettre aux entreprises qui sont là de pouvoir voir la possibilité de se mettre ensemble pour former des groupes de on va dire des champions, pour aller vers ces zones-là comme des autres. Donc, vous avez la Chambre de commerce aussi qui est ouverte pour travailler avec vous, pour vous mettre ensemble afin de profiter de cette opportunité que l'État nous offre. D'autres questions? J'aimerais intervenir, s'il vous plaît. Parce que... Excusez-moi. Oui, bonjour tout le monde, Noël Sadler. Juste pour compléter, parce qu'il y a une question par rapport à l'infrastructure, la différence, comme disait le DG Akeps, c'est que nous sommes avec des professionnels. Et l'État s'est engagé à amener des infrastructures, l'eau, l'électricité, les routes. Sans route, impossible d'arriver à ces 1650. Sans électricité, avec une fonction fiable, il n'y a pas de production industrielle. Donc, un comité en place, mais en même temps, ce groupe AIS, qui sont des professionnels, s'occupe de voir au quotidien qu'effectivement ces projets se concluent. Et la haute autorité s'est engagée, et nous voyons qu'effectivement, comme M. Longuest l'a annoncé, d'ici septembre, vous verrez au niveau de l'électricité ce qui a été mis en place. Le Conseil des ministres est déjà prononcé. Au niveau de l'eau, les forages sont déjà entièrement creusés. Donc, l'essentiel commence à être visible pour que les investisseurs puissent se sentir rassurés pour investir. Merci. Merci. Merci, M. Général. Monsieur Paul Abassalou, secrétaire général du mouvement des industriels du Bénin, alors pour compléter les inquiétudes que nous avons au niveau des industriels par rapport à ce qui a été présenté. Je ne peux qu'apprécier les efforts du gouvernement, particulièrement ce que fait la pièce pour les opérateurs du pays. Franchement, si tel que c'est prévu, analysez, soyez, si ça va comme cela, il faut qu'il aboutit. Cependant, nous avons quelques inquiétudes. Nos inquiétudes, nous mentionne de trois d'abord.
J'ai l'impression que tout ce qui a été prévu a été prévu pour les grosses entreprises. Alors, vous savez qu'au Bénin, il y a très peu de grandes entreprises. Alors, les petites et moyennes industries, nous sommes en train de faire l'effort de développer. Alors, quelle est la stratégie qui est réservée? Si tant est que ces grosses entreprises qui vont s'installer dans cette zone bénéficient de tellement d'avantages que on se demande si les autres entreprises, les petites entreprises qui vont développer, vont subsister. Ça, franchement, qu'on ne soit exonéré de la patente, exonéré de la TVA, ce qui constitue une vraie inquiétude pour nous, qu'on ne soit exonéré de l'impôt sur le revenu, à savoir peut-être l'IRPP, parce qu'il n'y a pas de cas de ces gens-là, parce que ce n'est pas de petites entreprises, mais qu'on soit exonéré de l'IS, de l'impôt sur les salaires, alors là, ça m'inquiète pour les petites entreprises. Je me demande si on n'est pas en train d'absorber ça les petites entreprises à travers une planification de ce genre-là. Même si ça n'a pas été prévu, alors c'est une loi programmée, ou même si ce n'est pas programmé, c'est une loi presque certaine, ça peut être une moyenne entreprise. Ça, là, ça, il va falloir que, comme l'a dit le président Felico, on s'asseye. On essaie de voir en quelle mesure on peut régler ce problème sans que ces industriels, ces petites industries, soient conduits à l'abattoir. La deuxième inquiétude réside dans le fait que on s'inquiète un peu. On s'inquiète un peu parce qu'on est en train d'accorder un certain nombre d'avantages à des industriels, parce que là, pratiquement, c'est des industriels bien salés, à moins que les choses découlées, pour les prestataires de services, pour les opérateurs économiques, pour le commerce. Mais est-ce que vous figurez, monsieur le directeur, que la SDE, pour augmenter les tarifs, n'a pas pu associer les industriels? On a créé des schémas qui ne répondent pas du tout aux besoins des industriels. Et là, c'est pas qu'on n'a pas associé les industriels. On a créé des tarifs fixes de 5 000 francs par KVA, alors qu'on veut qu'on est des grandes industries. Si quelqu'un industrie a un potentiel de 1000 kWh, vous voulez que ça va 5 millions de francs supplémentaires qu'on va payer, même si on a bien consommé. Ça, j'ai besoin d'appeler les industriels, qu'on discute d'abord avant de faire un certain nombre de choses. Je pense aussi pleinement au président Felico. Vous allez faire du travail, vous êtes des professionnels qualifiés. Il y a nécessairement des gens pour le groupe qui peuvent associer. Sinon, vous avez fait du bon travail. Nous connaissons la capacité de ce gouvernement. Mais malheureusement, dans la réalité, les effets ne sont pas tous béninois. Nous comprenons la philosophie des entreprises béninoises et des citoyens béninois. Je vais prendre 3 questions en ligne parce qu'il y a des gens qui sont en ligne. Ils peuvent partir, mais vous êtes là. Je prendrai l'ambassadeur Adové Landé, qui est en ligne, s'il veut bien prendre la parole pour poser sa question. Merci beaucoup. Je voudrais remercier et féliciter le présentateur, M. Gambès, et féliciter la Chambre de commerce également pour l'organisation de cette rencontre. Je voudrais ajouter, en plus de ce que le DG a partagé, que lors de sa tournée ici en Chine en 2019, nous avons fait déjà la promotion de la zone et nous avons déjà des dossiers en instance que nous allons instruire bientôt. Et en me reliant au thème de la rencontre d'aujourd'hui, je pense que le secteur privé béninois doit travailler autour de la Chambre de commerce pour identifier les nouvelles opportunités, notamment tout ce qui concerne la logistique, tout ce qui concerne les services, comme il l'a dit, pour s'imprégner et proposer des alternatives. Mais également, la Chambre de commerce doit détenir un fichier des entreprises à même d'être des partenaires locaux pour certaines entreprises étrangères qui doivent venir, pour que par secteur, nous puissions avoir de bons partenariats investisseurs étrangers et partenaires entreprises locales pour saisir ces opportunités. Donc, à ce niveau également, je pense qu'il y a un travail au niveau de la Chambre de commerce
avec nous que nous pouvons faire ensemble pour travailler à ce niveau. Voilà un peu ce que je peux dire en termes de complémentarité. Allô? Oui, là, on vous entend. Vous m'entendez maintenant? OK. Je ne savais pas que c'était coupé. Je disais qu'au niveau des entreprises béninoises, il faut à ce niveau commencer à avoir un répertoire des entreprises par secteur pour saisir les opportunités. Il y aura de nouveaux services comme la logistique. Il y aura même des entreprises internationales, des investisseurs qui vont rechercher du partenariat local. Il faut qu'il y ait une base de données que nous pouvons mettre à leur disposition pour proposer des entreprises qui pourront travailler avec eux. Et maintenant, continuer à faire la promotion de la zone comme on le fait en ce moment. Nous avons déjà des dossiers prêts qui sont en cours d'instruction que nous allons partager avec la pièce. Merci beaucoup. Merci bien, Excellence, Monsieur Agoré. On prendra encore une question. Monsieur Zamboui. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ah, d'accord. D'abord, je voudrais merci beaucoup cette très belle initiative de la part de la Chambre de commerce ainsi que le APEX pour permettre donc aux milieux d'affaires béninois et internationaux, et en particulier le chinois, les investisseurs chinois, de s'imprégner de cette zone économique spéciale de Gloji Bay. Donc, nous avons entendu parler beaucoup de cette zone et je pense que la communication est vraiment importante dans la mesure où nous avons encore toujours des barrières linguistiques, mais aussi des difficultés d'avoir accès aux informations nécessaires. Donc, à cet effet, je voudrais renouveler encore mes remerciements à l'organisateur du café numérique. Deuxièmement, nous avons travaillé étroitement avec aussi l'ambassade du Bénin en Chine. Donc, je vais aussi remercier aussi l'ambassadeur ici présent ainsi que toute son équipe pour les efforts conjoints qu'on a travaillé ensemble pour mener à bien la communication envers les potentiels investisseurs chinois qui sont susceptibles de venir ici au Bénin pour découvrir ce grand pays, mais aussi très prometteur. J'ai aussi un troisième point, une question concrète à poser aussi, surtout à Monsieur le DG Laurent Gambès, concernant puisque vous avez dans votre présentation, vous avez bien exprimé les avantages que pourraient bénéficier les futurs investisseurs dans la zone économique spéciale de Gloji Bay. Je voudrais savoir, en ce qui concerne les entreprises existantes, c'est-à-dire qui sont déjà investies ici au Bénin, parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises chinoises qui sont déjà présentes, même ici, même certains ont déjà existé pendant plus de 20 ans ici au Bénin. Certains ont souvent rencontré les difficultés, par exemple, sur le remboursement du TVA. Comment on fait pour que les entreprises existantes pourraient aussi bénéficier des mêmes avantages par rapport à ces nouvelles venues qui seront installées probablement à Gloji Bay, dans cette zone économique spéciale. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour que les arbitrages devront être faits, c'est-à-dire entre la zone ou bien dans une zone géographiquement ailleurs? C'est ça cette question. Merci bien, Monsieur Boui. On prend une dernière question. C'est bon pour toi? Okay. Monsieur Zanou Agossou. Monsieur Zanou Agossou, s'il n'est pas disponible, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bon, je passerai au suivant. Ledoux Marine. Oui, bonjour à tous.
Donc, le Doumarine, je vous parle depuis CMA-CGM Bénin. Donc, merci pour cette présentation très claire et cette magnifique initiative. Donc, moi, j'avais 2 préoccupations suite à votre présentation. Je voulais savoir si la liste des industries attendues dont vous nous parliez sera communiquée publiquement. Et puis, ma deuxième question, donc je comprends que vous travaillez en temps masqué, mais je me demandais si une date a été déjà arrêtée pour qu'on sache à peu près quand la zone sera opérationnelle. Merci bien, Madame Legault. Monsieur Gambès, vous avez la parole. Alors, en ce qui concerne les questions de M. Abousadou, 2 questions. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, est-ce qu'elles ne vont pas disparaître sur le fait qu'il pourrait y avoir distorsion de concurrence entre les entreprises installées dans la zone et les entreprises qui sont déjà installées dans notre pays et qui sont petites et qui ne bénéficieront pas en fait des avantages liés en fait à la zone économique spéciale. Je pense qu'il faut qu'on soit très clair sur l'objectif de la zone. Les entreprises qui ne sont pas dans la zone sont des entreprises qui classiquement peuvent travailler au niveau du Bénin ou à l'étranger. Nous, ce qu'on a voulu faire au niveau de la zone économique spéciale, c'est de faire en sorte que les entreprises qui ont pour velléité de transformer sur place et de pouvoir exporter aussi bien dans la sous-région qu'à beaucoup plus loin, puissent trouver en un seul lieu l'ensemble des infrastructures. On a dit l'eau, on a dit l'électricité, on a dit la fibre, on a dit la route, au même endroit, afin d'optimiser pour l'État le besoin en fait, de mettre en place en fait, des infrastructures. Vous savez que nous avons également la zone économique de Gapé, nous avons la zone de Sémé, et l'État n'a pas les moyens en fait, de pouvoir mettre un maximum de moyens sur dès qu'une entreprise s'installe, on n'a pas les moyens de demander à la SPE2E d'aller mettre en place des transformateurs pour pouvoir lui amener de l'énergie. Et donc, on peut faire ça sur tous les territoires. Donc, on s'est dit, à un endroit stratégique, nous allons mettre l'ensemble des moyens. Mais les entreprises qui ne sont pas dans la zone ne sont pas concurrencées par les entreprises qui sont dans la zone. Ils ne sont pas du tout concurrencés. Les entreprises qui sont dans la zone, la vocation de ces entreprises, c'est de transformer. L'idée, c'est qu'au lieu d'envoyer le produit brut à l'étranger, on le fait sur place. On garde nos emplois chez nous. On n'exporte pas nos emplois ailleurs. En ce qui concerne le coton, c'est ce que nous faisons. En ce qui concerne les fruits, c'est ce que nous faisons. Nous faisions. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont installées dans la transformation aujourd'hui. En ce qui concerne également la noix de cajou, c'est ce que nous faisons. Toute notre noix de cajou brute va au Vietnam, va en Inde. Et donc, l'idée, c'est de dire, au lieu que ça soit transformé là-bas, transformons-le ici pour que ça puisse aller là-bas. Donc, dans le schéma initial, il n'y avait pas de concurrence entre vous et les entreprises qui faisaient ça. Donc, dans le schéma qu'on va mettre en place, il n'y aura pas plus de concurrence. Donc, sur ce point-là, soyez tranquilles. Je pense même que le dispositif que nous sommes en train de mettre en place au niveau de l'ODP avec cette loi-là va, je dirais, va permettre en fait de repenser les dispositifs de droit commun au niveau des entreprises qui ne sont pas installées en fait dans la zone. Donc, par effet de bord, je pense que les entreprises, les petites et moyennes entreprises vont bénéficier des entreprises, de l'installation de ces entreprises dans la zone. Et par ailleurs, il y aura un courant d'affaires beaucoup plus important parce que les entreprises qui ne sont pas dans la zone, beaucoup sont des petites entreprises, vont peut-être faire de la sous-traitance pour ces entreprises-là. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est que globalement, il y ait beaucoup plus d'entreprises qui viennent dans notre pays. Mais il n'y aura pas de distorsion de concurrence entre celles qui sont dans la zone et celles qui sont en dehors de la zone. Ça, c'était mon premier point. Et puis, je vais aller assez vite. En ce qui concerne la SBE, vous avez raison. Je vous donne raison sur la SB2E. En ce qui concerne, en fait, le nouveau tarif de l'électricité qui fait passer, en fait, le tarif de l'abonnement et qui le montre très très haut. J'ai eu une discussion avec le directeur général de la SB2E hier et qui admet qu'il y a une difficulté
hein, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont souhaité, qui ont écrit, certaines également sont en train d'écrire à la pièce pour revoir en fait le dispositif. Donc, il va mener une démarche auprès de l'autorité de régulation, hein, premièrement, et puis il va mettre en place un dispositif que vous pourrez solliciter, qui va venir dans les entreprises pour voir si en fait le niveau que vous avez correspond vraiment à vos besoins. Voilà, donc ce dispositif est en cours, il est en train de travailler sur ça, et normalement, avant la fin de la semaine prochaine, il devrait revenir vers la pièce pour voir dans quelle mesure on pourrait faire quelque chose avec les industriels, de manière à ne pas les pénaliser. En ce qui concerne, j'avais une question en ligne de John Bowie. Les entreprises existantes doivent bénéficier des mêmes avantages, notamment TVA, que les entreprises qui s'installent dans la ZES. Les entreprises qui s'installent dans la ZES, la loi dit qu'au maximum, on doit pouvoir leur rembourser leur TVA dans les 30 jours. Les autres entreprises qui sont en dehors, c'est un combat au quotidien. Et chercher des affaires économiques dans l'ambassade, tout à fait raison, c'est un combat au quotidien. Ils nous alertent régulièrement sur les entreprises chinoises qui la pièce accompagne auprès du directeur général des impôts pour trouver des solutions rapides. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la mise en place de cette zone va contraindre l'administration fiscale également à traiter de manière beaucoup plus diligente les demandes de remboursement de TVA qui posent des gros problèmes de trésorerie à ces entreprises. Donc, il a raison, il va falloir qu'on travaille dessus de manière à ce qu'on puisse mettre au même niveau les entreprises qui sont installées dans la zone et celles qui ne sont pas installées dans la zone, notamment en matière de recouvrement en fait, de TVA et sur d'autres sujets également. Donc, je pense que ça va impacter le droit commun. Oui, en ce qui concerne, je salue l'ambassadeur du Bénin en Chine, que nous connaissons bien, pour avoir mené beaucoup de visites en Chine. Grâce à lui, grâce à son autorité et grâce aux différents contacts qu'il a pu avoir, nous avons rencontré beaucoup d'entreprises chinoises l'année dernière, en 2019. Et donc, je le salue. Effectivement, il va falloir que nous travaillions avec la Chambre de commerce pour mettre en place un dispositif. Il faut que la Chambre de commerce et la pièce mettent en place en fait, ce dispositif pour avoir en fait, des informations les plus à jour possibles sur les entreprises qui s'installent dans notre pays de manière à venir voir les chefs d'entreprise pour voir dans quelle mesure les chefs d'entreprise ne pourraient pas rentrer en contact avec ces entreprises qui manifestent la volonté de venir au Bénin. Donc, on a ce travail effectivement à faire en commun avec la Chambre de commerce. En ce qui concerne la question de CMA-CGM, que je salue, est-ce que nous allons rendre publique la liste des industries attendues? Non, nous n'allons pas rendre publique la liste des entreprises attendues. On est dans une phase de discussion, de négociation, et ces entreprises ont manifesté un intérêt. Ça ne veut pas dire que ils vont... Vous savez, nous sommes en concurrence avec beaucoup d'autres pays, et les discussions que nous menons doivent nous conduire en fait à les convaincre de l'intérêt pour eux de s'installer dans notre pays. Donc, nous n'allons pas rendre public en fait la liste. Par contre, nous allons travailler et lorsque définitivement ces entreprises auront pris la décision de s'installer, bien évidemment, nous ne posons aucune difficulté, ce sont des relations d'affaires, nous pourrons effectivement discuter, parce que ces entreprises ont également besoin d'avoir en fait des sous-traitants, des contacts avec des entreprises qui sont ici, et aucune difficulté, nous allons les mettre en contact. Notre rôle, c'est aussi de mettre en contact, parce que si nous voulons le développement en fait, de l'activité économique dans notre besoin, nous devons mettre en contact en fait, les chefs d'entreprise. Nous l'avons fait récemment avec un importateur d'emballage, avec le groupe Blue Sky. Vous savez, le groupe Blue Sky exporte tous les jours du Bénin à peu près 4 à 5 tonnes de salade de fruits, donc ils ont besoin en fait d'emballage. Et donc nous avons mis en relation un importateur de dispositifs d'emballage plastique et de carton avec le groupe Blue Sky, et ils sont en discussion aujourd'hui pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent développer des relations d'affaires. Non, le rôle de la pièce, c'est également de mettre en contact les industriels entre eux. Date opérationnelle de la zone, oui, on travaille en temps masqué, en même temps, on a une date opérationnelle. Vous savez, il n'y aura pas une date où on va appuyer sur le bouton et on va dire la zone économique spéciale et tout est terminé, maintenant on peut... Non. Les entreprises vont s'installer
pendant les travaux d'aménagement de la zone. Et petit à petit, nous allons avancer comme ça. C'est le modèle qui a été retenu par notre aménageur. C'est le modèle, ils nous ont dit, c'est le modèle qui fonctionne partout. Vous ne pouvez pas dire, je vais faire tous les travaux d'aménagement et après, je vais me tourner vers les entreprises pour leur dire où est-ce que vous voulez vous installer. Non, ça ne marche pas comme ça. Pendant l'inventaire, la vente continue. Et donc, on est en train, justement, de faire les opérations de nettoyage du site. En même temps, nous faisons visiter le site à des entreprises qui sont intéressées. Donc, c'est le modèle sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Merci bien, M. Gambès. On prendra encore 3 questions en ligne avant de nous retourner dans la salle. Monsieur Tijani, vous avez la parole. Pour une question succincte, s'il vous plaît. Merci beaucoup et je félicite le DG APIES pour la présentation. Et la zone économique spéciale va attirer beaucoup d'investisseurs de par le monde. Je souhaiterais que le problème d'origine du produit soit réglé définitivement parce qu'un produit qui n'a pas d'origine, qui bénéficie de beaucoup d'avantages, risque de ne pas pouvoir être vendu dans la CEDEAO ou dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, même en Europe. Donc, je parle sous le contrôle de l'ambassadeur adéo-hollandais qui a eu à travailler sur la zone franche industrielle. Je souhaiterais que la pièce et la Chambre se pensent un peu là-dessus. Encore félicitations, c'est une bonne action pour le gouvernement. Merci beaucoup. Merci bien, M. Tidjani. M. Assavedo. M. Assavedo ne répond pas. M. Tevi. Bonjour et merci vraiment pour cet exposé. Monsieur Gangbès ne va jamais cesser de nous étonner et le gouvernement aussi. Et puis la Chambre du commerce qui a changé de méthode, enfin, que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et ma question, c'est, monsieur Gangbès avait parlé de logement et c'est ce qui est totalement bien pour les gens qui travaillent dans la zone, bien des gens d'alentour. Est-ce que c'est l'État qui investit ou bien des investisseurs privés peuvent aussi intervenir? Mais dans ce dernier cas, est-ce que l'État pourrait mettre à disposition l'espace qu'il faut pour la construction ou bien l'investissement dans les logements? Voilà ma question, parce que cette partie m'intéresse beaucoup. J'y vais? Bien, tu... Si tu veux, tu permets une dernière. D'accord. Monsieur Béni. Le présentateur, monsieur le directeur de la pièce, je remercie la Chambre de commerce d'avoir donné l'opportunité de cette présentation. Et il s'agit d'un sujet d'intérêt. Et comme vous l'avez constaté, je pense que la plateforme d'échange qu'a suggéré l'un des intervenants, je réitère cette demande au directeur de la pièce afin qu'il nous permette de poser des questions et des préoccupations que nous ne saurons poser au cours de cet échange assez liminaire. Donc, s'il y a cette plateforme d'échange qui peut se mettre en place, ça nous permettra d'évoquer les questions en suspens. Toutefois, je vais quand même poser une petite question au directeur Gangbès. Alors, c'est la question des investisseurs locaux, des investisseurs nationaux qui sont intéressés par ce projet. Est-ce que le dispositif du projet prévoit un quota pour les investisseurs locaux? Quel est le dispositif de protection qui est prévu pour permettre quand même aux investisseurs locaux d'avoir leur place dans l'industrie? Parce que face au monde qu'on aura sur ce projet-là, si le gouvernement ne met pas en place un dispositif, si le projet n'intègre pas un dispositif protectionniste, je crains que nos industries locales puissent pas s'impliquer facilement et bénéficier de ce projet. Merci beaucoup.
Monsieur Gambès. Merci beaucoup. Je vais aller assez vite. Le problème d'origine des produits doit être résolu. Effectivement, notre internaute a tout à fait raison. Depuis 3 semaines, il y a un groupe de travail qui a été mis en place par le chef de l'État lui-même et qui est piloté par le ministre des PME pour mettre en place en fait un dispositif qui permet de labelliser, de certifier tous les produits qui sont produits dans notre pays. Donc, il y a eu une réunion à la présidence où le sujet a été vraiment posé. Une note de stratégie doit être transmise à la haute autorité. Et donc, à partir de ça, de cette note de stratégie, cette note de stratégie proposera en fait un dispositif d'ensemble qui permettra d'assister en fait les producteurs locaux dans la montée en gamme, montée en qualité sanitaire, montée en qualité marketing, montée en qualité gustative de leurs produits. Donc, ça, c'est la partie assistance accompagnement. Et l'autre dispositif, c'est le dispositif de labellisation, de certification pour que tous les produits qui quittent le territoire national, ou même tous les produits qui sont consommés à l'intérieur de notre aient exactement en fait, la même qualité qui correspondent en fait aux normes internationales. Donc, cette réflexion est en cours aujourd'hui au niveau du ministère des PME, élargie au ministère du Commerce, élargie à la PIEX, élargie au ministère de l'Agriculture. Donc, il y a un travail de fond qui est... Donc, dans 15 jours, 3 semaines, on devrait avoir des résultats. Deuxièmement, en ce qui concerne les logements dans la zone, la question de M. Tévi Nazaire, que je salue au passage, c'est est-ce que l'État investit, c'est l'État qui investit ou ce sont les opérateurs économiques? Au niveau de la zone économique spéciale, bien évidemment, c'est la CIPI, c'est la Société d'investissement pour l'industrie, qui est une société, c'est une joint venture entre l'État et le groupe Euraise. L'État est en 65-70% et le groupe Euraise à 35%. Et donc, c'est cette société d'aménagement qui construit, qui aménage la zone. Et donc, un opérateur économique ne pourra pas rentrer dans la zone pour investir, notamment en fait dans le logement. Par contre, ce qui est important, c'est de voir que les logements qui sont prévus dans la zone sont nettement inférieurs aux besoins de la zone. Et donc, bien évidemment, il reste une place importante pour des opérateurs économiques de pouvoir mettre en place en fait tout un dispositif d'hôtellerie, de restauration, de logement, aussi bien pour accueillir en fait des ouvriers que pour accueillir des cadres, tout autour de la zone. Donc, pour répondre précisément à votre question, à l'intérieur de la zone, ça fait partie du modèle économique de la zone, mais à l'extérieur de la zone, c'est complètement libre. Et donc, tous les opérateurs économiques béninois peuvent, je dirais, tirer profit en fait, des besoins qui vont être générés dans la zone. Il va quand même y avoir entre 250 000 et 350 000 personnes qui vont être dans la zone. Et donc, ils peuvent bénéficier en fait, de cette opportunité pour pouvoir développer des dispositifs d'affaires, je dirais, assez intéressants. En ce qui concerne la plateforme d'information qui va être mise en place, bien évidemment, cette plateforme ne va pas se limiter à l'accueil physique de tous ceux qui ont des questions à poser. Elle va être également, on va mettre également une plateforme en place pour pouvoir informer les gens qui sont à l'étranger des opportunités qu'il y a, des dispositifs que nous avons mis en place, de la façon dont ils peuvent être accueillis au Bénin, des informations sur la zone, sur l'avancement de la zone. Nous allons mettre en place en fait, tout ce cadre d'information qui rentre dans le cadre en fait, de notre politique marketing, de vendre en fait, cette zone au niveau international. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait le maximum d'entreprises qui viennent et que la zone ait tellement de succès que nous soyons obligés en fait, de confier une autre partie en fait, sur les 10 000 hectares, de confier à d'autres partenaires ou à notre partenaire parce qu'il aura réussi en fait, avec nous à rendre la zone économiquement viable et performante. En ce qui concerne les investisseurs nationaux intéressés par le projet, alors, il ne vous a pas échappé que nous étions en fait dans une approche, je dirais, libérale. Hein? Et donc,
Ce que nous cherchons à faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination entre un opérateur étranger et un opérateur national. J'ajoute que l'opérateur national peut être un étranger. Vous voyez, donc, parce que toutes les entreprises créées au Bénin sont des entreprises de droit béninois. Que le capital soit détenu en majorité par quelqu'un d'une nationalité étrangère, de toute façon, la nationalité de l'entreprise est une entreprise béninoise. Donc, nous considérons tous les documents du gouvernement, notamment le Code des investissements, la loi sur les aides, il n'y a aucune discrimination. Aucune discrimination. Ce qui est important dans notre pays, c'est de faire en sorte que ceux qui ont la volonté d'entreprendre puissent entreprendre. Ce qui nous intéresse, et je l'ai répété tout à l'heure, c'est de faire en sorte que l'investissement progresse dans notre pays et qu'il y ait création d'emplois et création de valeur pour notre économie. Donc, il n'y a pas de dispositif protectionniste mis en place pour avantager, pour réserver un certain nombre, je dirais, de quotas pour des nationaux ou pour des étrangers. Tout investisseur, qu'il soit de nationalité béninoise ou qu'il soit de nationalité étrangère, peut faire une demande pour intégrer la zone économique spéciale sans aucune difficulté. Ce n'est pas la nationalité que nous voyons, c'est le projet que nous regardons et l'impact de ce projet sur le développement de notre économie. Merci. C'est bon? Nous allons revenir dans la salle. Oui. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Alain de Dieudonné. Alain de Dieudonné. Je suis de la Chambre d'agriculture du Bénin. La question est de comprendre quelles sont les modalités pour avoir le domaine. Est-ce que pour accéder à cette zone économique. Et je rejoins un peu mon prédécesseur. Il y a beaucoup d'entreprises. La préoccupation n'est pas que les petites entreprises. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui se sont inscrites dans la démarche de l'État au niveau de la et qui ont fait de leur entreprise des points francs et qui n'ont même pas fini d'amortir les installations qu'elles ont mises en place. Quel serait leur sort? Parce que même si aujourd'hui vous êtes inscrit dans la zone franche industrielle, vous n'êtes pas exonéré de la TVA, même si vous voulez aller vendre la zone. Et le dispositif en place au niveau de la zone franche vous interdit d'avoir accès à la zone communautaire avec les préférences tarifaires. À moins que vous vous inscrivez dans le cours des investissements simples. Mais vous ne pouvez pas bénéficier des deux régimes à la fois. Et ces entreprises qui aujourd'hui opèrent sont interdites d'aller sur cet espace, alors que de l'autre côté, les autres y vont. Comment ça va se passer pour ces entreprises? Même s'il y a aujourd'hui un dispositif qui permet à ces entreprises de muter et d'aller vers la zone franche industrielle, je profite en même temps pour demander s'il y a cette possibilité. Et même si cette possibilité existait, les infrastructures pour lesquelles ces entreprises se sont endettées pour mettre en place, ces infrastructures vont devenir quoi? Comment elles vont amortir ces investissements? Je demande au directeur de la BRD, à la Chambre du commerce ici présent, de revoir ce dispositif. Comme l'ont dit les prédécesseurs, que ça ne touche pas uniquement les petites entreprises, même celles qui se sont inscrites déjà préalablement dans la démarche sont touchées. Je vous remercie. Oui. Je m'appelle Bienvenue Dédier. Je suis avocat au barreau du Bénin, représentant l'ordre des avocats. Pardonnez-vous, moi, vous remercie déjà, monsieur le secrétaire général de la Chambre de commerce de l'industrie, monsieur le directeur général de la pièce. Pardonnez-vous remercie d'avoir associé le barreau à cette session. Je voudrais poser deux petites questions. La première question, c'est de savoir si l'espace dédié à la zone économique spéciale est aussi ouvert aux services. Autrement dit, est-il permis à un notaire, à un opérateur de centre de santé dans le privé ou à un avocat de s'installer sur cet espace? Si oui, la politique incitative définie par l'État s'étend-elle à ces services? Voilà les deux petites questions que j'avais à poser. Très belle question.
pays a affronté beaucoup d'évolutions au cours des dernières années, dans le domaine de cycle de l'État. Je voudrais demander quelles sont les solutions qui sont prises pour que nous, en tant qu'acteurs dans le secteur, on puisse contracter éventuellement des contrats avec les secteurs industriels pour leur apporter l'alimentation avec le véhicule solaire. C'est un poste central solaire pour appuyer le réseau extérieur. Et je voudrais, un deuxième point, appuyer un peu ce que le président a dit. Je pense que nous avons besoin d'accompagnement au niveau des investisseurs nationaux. Parce que nous avons parti avec une stratégie qui, au final, va avantager plus les investisseurs nationaux que nationaux. Les capacités existent ici, et je souhaiterais que la PFN se rende compte pour qu'il y ait d'autres séances de rencontre de capacités au profit des bonnes volontés nationales, pas des investisseurs, afin que nous puissions participer à ce service économique. C'est très important. L'autre aspect aussi, qui va un peu dans le sens de ce que le maître a souligné, qui va sur le terrain. Je parle sur le volet technique. Il y a des cabinets experts dans le domaine technologique qui accompagnent pour développer des technologies dans le domaine de la production et tout ça. Est-ce que ce n'est pas le moment pour déjà intégrer certains de cabinet sur cette zone qui a maintenant beaucoup d'avenir pour le pays? Merci bien, M. Derito. M. Gambès. Oui. Alors, sur la première question de M. Aladou, la Chambre d'agriculture du Bénin, quelles sont les modalités pour accéder à la zone économique spéciale? Il faut déposer une demande, une manifestation d'intérêt auprès de l'APIEX et on vous répondra sans aucune difficulté. On essaiera de voir avec vous, de préciser en fait votre projet et de manière à ce qu'on puisse voir de combien vous avez besoin de superficie, de combien vous avez besoin, de quel service vous avez besoin. Et tout cela sera fait avec notre partenaire pour vous donner en fait une réponse. Donc, pour être précis, il faut transmettre une demande, une manifestation d'intérêt. Nous allons travailler avec notre partenaire pour voir la forme que peut prendre en fait cette manifestation d'intérêt, de manière à faire en sorte d'avoir une harmonie en fait dans toutes les demandes qui vont nous parvenir. Aujourd'hui, ce sont des demandes qui nous parviennent à l'issue en fait d'échanges téléphoniques ou d'échanges physiques. Des partenaires étrangers viennent dans notre pays ou des partenaires locaux viennent nous voir et nous, en discutant avec eux, nous inscrivons en fait les différentes demandes d'installation dans la zone. Donc, il faut vous adresser à l'APIEX. L'APIEX est en train de mettre en place ce service, ce dispositif pour pouvoir vous informer et surtout pour pouvoir vous accompagner, vous donner l'ensemble des informations dont vous avez besoin et vous fixer avec l'opérateur le délai dans lequel la demande que vous avez formulée, on pourra mettre à votre disposition en fait le foncier pour vous permettre en fait d'ériger votre activité. En ce qui concerne la question relative à la zone franche industrielle, dans la zone franche industrielle, il y a effectivement exonération de TVA, mais ce que vous faites, c'est que vous payez la TVA, mais après, l'État a l'obligation en fait, de vous rembourser la TVA. Donc, il n'y a pas dans la zone franche industrielle, vous ne payez pas la TVA normalement dans la zone franche industrielle. Il y a un remboursement de la TVA qui est prévu. Dans d'autres dispositifs, l'État fait confiance en fait aux opérateurs, ne leur fait pas payer la TVA parce qu'ils sont installés dans une zone. On ne leur fait pas payer la TVA. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que là, en fait, vous avez un décalage en fait, de trésorerie. Mais normalement, pour vous, en comptabilité, ça doit être exactement la même chose. Même si vous avez un décalage de 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous ne devez pas payer en fait, la TVA. Lorsque vous êtes installé dans une zone franche industrielle, avec pour vocation en fait, d'exporter la totalité en fait, de votre production. Bien évidemment, si vous avez une activité mixte, une partie exportée, une partie
consommation locale, c'est là que peut se poser en fait la difficulté d'établir avec les impôts, d'établir quelle est la part qui est restée sur le territoire national et quelle est la part qui est partie à l'extérieur. C'est là que réside en fait la difficulté. Mais normalement, vous êtes installé dans la zone franche industrielle et vous exportez la totalité de votre production, vous ne devez pas acquitter la TVA. Ensuite, une autre question du représentant de l'Ordre des avocats, sous réserve en fait de vérification, concernant le fait que l'espace dédié à la zone économique sociale soit ouvert aux services notaires, avocats. Bien évidemment, il y aura de toute façon dans la zone des notaires, des avocats. Parce qu'il y a un certain nombre de, je dirais, au niveau de la création d'entreprises déjà, la création en fait des entreprises personnes morales, on a l'obligation en fait de faire, de passer en fait par un avocat. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Il y aura ces services-là, mais ces services-là ne seront pas soumises en fait, à mon entendement, aux mêmes règles en fait d'exonération que les industriels qui seront dans la zone. Est-ce que je suis clair dans ma réponse? Bien évidemment, dans la zone, tous les services dont ont besoin les entreprises seront intégrés dans la zone. Mais les services de prestation tels que vous les définissez ne font pas l'objet en fait de dispositifs spéciaux permettent en fait d'exonérer par exemple taxes patronales. Non, pas du tout. En ce qui concerne le dispositif sur l'énergie renouvelable, construction de centrales pour appuyer le réseau SB2E, il s'agit en fait d'une approche purement industrielle. Et il vous appartient de contacter les entreprises qui seront installées dans la zone pour voir avec elles leurs besoins en matière d'énergie renouvelable. Et puis, c'est un travail à trois. Il y a le travail avec l'industriel, il y a le travail avec les gestionnaires de la zone pour voir quelle est la politique en la matière, si ça rentre en fait dans leur modèle économique. Et donc, il faudrait voir un peu tout ça. Mais je ne peux pas vous donner une réponse précise en vous disant que nous, État, nous allons imposer au sein de la zone un certain nombre un quota, par exemple, d'énergie renouvelable, que nous mettrons et nous pousserons en fait ceux qui sont dans notre pays et qui font de l'énergie renouvelable, nous les obligerons en fait à rentrer en contact avec les industriels pour qu'ils puissent installer en fait. Non, l'État ne rentrera pas dedans. Mais l'acteur principal de l'aménagement de la zone, du service aux entreprises, c'est bien la CIPI. Séance de renforcement de capacité pour les opérateurs nationaux. Oui. Mais je pense que les séances d'aujourd'hui ont pour objectif de faire en sorte que les opérateurs nationaux se rendent compte de ce qui va se passer. Tout à l'heure, on a parlé du passé, on a parlé de la zone franche industrielle de Semé. Ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, les infrastructures sont déjà en cours de construction, certaines sont déjà arrivées sur la zone, donc tout va se faire. Donc, il y a une vraie réalité à ce qu'aujourd'hui, la zone économique spéciale est en cours de construction avec l'ensemble, en prenant en compte en fait l'ensemble des difficultés qui ont émaillé en fait la mise en place en fait de la zone franche industrielle qui ont été prises en compte, et donc on a mis en place en fait des solutions. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question de responsabilité en fait des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise locaux doivent se dire que ce processus est en cours, irréversible, et doivent essayer de prendre le sujet et voir dans quelle mesure ils ne pourraient pas voir en fait les opérateurs qui arrivent, travailler avec ces opérateurs qui arrivent, signer des contrats d'affaires avec ces entreprises qui arrivent, de manière à rentrer en fait dans le jeu. Pas laisser simplement les gens qui arrivent faire le travail et se dire mais moi je ne suis pas au courant. C'est la raison pour laquelle cette séance d'aujourd'hui s'inscrit dans une politique en fait de vulgariser en fait la zone économique sociale de manière à ce que l'ensemble des opérateurs économiques qui sont déjà dans notre pays puissent se rendre compte de la formidable opportunité qu'offre le gouvernement en mettant en place cette zone économique sociale. Merci bien Laurent. Je vais donner la parole à Eric Akouté, directeur des études à la pièce pour sûrement des compléments. Merci cher ami. Bon,
la zone Altera. Je pense que d'ici là, tout sera clair. Cette séance est constituée pour le secteur privé. C'est une opportunité. La zone n'est pas mise en place pour écarter le secteur privé national. Au contraire, si vous n'avez déjà pas bénéficié d'un régime dérogatoire, c'est-à-dire le taux des investissements, etc., vous êtes éligible et vous pouvez rentrer. D'ailleurs, il y a déjà des industriels béninois qui se rapprochent du promoteur pour connaître les critères et rentrer dans cette zone. Donc, si vous êtes béninois, si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, de la transformation industrielle, agro-business, vous êtes éligible à la zone. On a parlé de la zone France. Vous savez, la loi sur la zone économique spéciale a abrogé la loi sur les zones France. Donc, on n'en fait plus de zone France dans notre pays, il n'y en a plus. Mais on a mis en place un dispositif de sortie. Si vous êtes dans la zone France, vous voulez sortir, en 2018, on a pris un arrêté pour permettre aux gens de sortir de la zone. Vous pouvez sortir de la zone. On l'a compris. Les gens ont eu des difficultés. Tout le monde sait dans le pays que la zone n'a pas fonctionné. C'est parce que ça n'a pas fonctionné qu'on a amené des sachants, donc le groupe RISE, donc voilà, ils sont dans 28 pays en Afrique. Et donc, ce que nous faisons au Bénin, s'inspire de l'expérience qu'ils ont dans 28 pays. Vous savez, on a mis près de 2 ans pour mettre en place ce projet. Nous faisons le meilleur au Bénin, et le meilleur. D'accord? Au Sénégal, par exemple, la durée d'exonération de la zone économique exceptionnelle est de 25 ans. Ici, il n'y a pas de durée. C'est illimité. Il n'y a pas de durée. On a parlé de certificat d'origine. Oui, vous avez droit à certificat d'origine. Il y a 2 régimes dans la zone. Régime d'exportation, régime de travail. Ça vous donne droit au certificat d'origine. Donc, on a de la traçabilité dans la zone. On a également parlé de logement. Il y a à peu près 82 ou 44 hectares qui sont consacrés au logement dans la zone. Vous savez, on a confié la zone à quelqu'un qui sait faire, qui a des engagements. La zone est divisée en 4, industrielle, logistique, commerciale et résidentielle. Si vous êtes du secteur privé, le partenaire technique est en train de lancer ses marchés. On a parlé de renouvelable. Il y a un marché à prendre, il y a des marchés à prendre. Ce sont des entreprises qui vont construire la zone. Donc, si vous êtes du secteur privé, soyez à l'écoute. Le partenaire technique va lancer ses marchés, vous allez postuler, vous allez intervenir dans la zone. On a parlé des cabinets d'avocats. Non. On va agréger les entreprises qui vont intervenir en tant que prestataires dans la zone. Il y a ceux qui vont, les unités qui vont s'installer physiquement et rester, et il y a ceux qui sont à l'extérieur, celles de ceux qui sont à l'extérieur qui vont intervenir dans la zone. Il y a un processus pour agréger l'ensemble des prestataires qui vont intervenir physiquement dans la zone, de façon à contrôler un peu la zone, et que les promoteurs qui sont dans la zone puissent s'appuyer sur cette liste d'entreprises agréées pour avoir de la qualité, pour avoir une qualité de prestation de services attendue. L'idée, c'est de ne pas laisser les promoteurs qui viennent s'installer à tout le monde. Donc, si vous êtes une entreprise constituée, régulièrement constituée, vous serez agréé dans la zone. Donc, il y a tous ces dispositifs que le Parlement est venu mettre en place. Les promoteurs privés, les institutions privées commencent déjà à faire la queue. Donc, je vous invite à venir à la pièce. Nous vous mettrons en relation. Le DG est là. Toute l'équipe à pièce est là. Il y a la directrice des opérations. Il y a M. Léon, tout le monde connaît, qui est actif de la Conférence d'investissement, et moi-même. Nous sommes disponibles pour vous écouter, vous renseigner et vous mettre en relation avec le partenaire. D'ici là, tout sera clair. On est en train de mettre en place des dossiers types pour rentrer dans la zone. Il y a déjà les critères d'éligibilité qui sont disponibles. Maintenant, pour rentrer, qu'est-ce qu'on fournit? Tout ça sera disponible dans quelques temps et vous allez pouvoir disposer d'outils pour rentrer dans la zone. Donc, n'ayez aucune crainte, ce n'est pas pour vous, c'est pour vous. Si vous avez des difficultés foncières, électricité, logistique, allez là-bas. Tout simplement. Ça va vous coûter le coût de déménager votre unité, mais vous serez là-bas. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà installé que vous ne pouvez plus rentrer dans la zone. Non! Vous ne pouvez pas rentrer dans la zone sauf si vous avez déjà bénéficié d'un dispositif dérogatoire, à savoir que vous êtes déjà agréé sur votre activité. On ne peut pas bénéficier de même activité de régime dérogatoire. C'est impossible. Mais si vous n'avez déjà bénéficié de rien du tout, ça vous coûtera le coût du déménagement. Une dernière chose, le logement, les entreprises de construction, etc. Le partenaire, c'est dans son engagement de faire une zone intégrée.
Ça s'appelle TDIZ, Protégé Integrated Zone. C'est intégré. 4 compartiments. Le principe de la zone, et ça, le chef de l'État, le DG l'a déjà dit, le principe de la zone. Le foncier est donné gratuitement et est renouvelé gratuitement. Ce sont les services offerts. Donc, il faut bien que le partenaire technique rentre dans ce compte. Ce sont les services offerts en matière de logistique, en matière de camions, de parcs à conteneurs, etc., qui sont payants en matière de l'investissement. Dans la discussion même avec le promoteur après, si vous êtes dans le domaine de l'énergie et vous voulez installer des centrales dans la zone, vous devez passer par l'aménagement. Vous ne pouvez pas intervenir comme ça et faire de l'électricité vendre. Mais ça fait partie des engagements du promoteur de donner de l'électricité. Donc vous allez permettre au promoteur de respecter son engagement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous construisez, mais vous passez par lui pour vendre. L'État qui a fait, l'État ne va pas savoir. L'État, la personne qui doit avoir, c'est le partenaire. Donc il y a toujours la possibilité, même pour les logements. Vous êtes dans une construction, vous avez votre financement, vous voulez construire dans la zone, vous rapprochez du partenaire, il y a du foncier disponible, on vous met à disposition et vous construisez pour le compte de. Vous comprenez? Donc vous passez par lui, c'est lui qui est dans la collectivité, c'est lui qui récupère les sous et c'est lui qui compte. Donc ça permet. Donc il y a des symboles, on a des opportunités pour cette vie. Vous voyez la symbole de l'opportunité, on n'empêche personne d'être dans la zone, sauf si la société des activités de l'énergie. Et encore, pour la zone franche, on a mis en place le processus pour sortir de la zone franche et pouvoir. Donc voilà quelques précisions que je voulais apporter en petit DG. Nous sommes disponibles, toute la presse est disponible. Bientôt, il y aura un accueil dédié pour pouvoir enseigner et bientôt, tout cela ne sera plus. Voilà, c'est quelques précisions que je voulais apporter. Merci. Merci bien, monsieur. En tout cas, pour l'intervention. Il y a beaucoup d'interventions en ligne. D'habitude, cet exercice dure 1 heure. Nous avons largement dépassé, mais je sais que vous êtes passionnés. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que, comme le DG l'a dit, la disponibilité de la pièce est totale pour vous informer sur cette zone économique spéciale. La Chambre de commerce dans toutes les régions économiques est également disponible pour pouvoir faire le pont entre la pièce et vous. Sachez que même si je dis on va encore prendre 10 minutes, 15 minutes, ça ne suffira pas. J'ai en ligne déjà 5 mains qui sont levées et vous comprenez que si on continue, on ne va vraiment pas s'arrêter. Je pense que le DG à pièce avec ses retraites doit pouvoir aller sur d'autres chantiers. Je voudrais tout simplement lui donner la parole pour son mot de fin, afin que je prenne la parole pour clore ce café. Merci, monsieur le secrétaire général, cher ami. Merci d'avoir convié la pièce à cet exercice qui participe de notre devoir d'informer les chefs d'entreprise, le milieu d'affaires béninois, de l'opportunité, de formidable opportunité que représente l'installation, la mise en place de cette zone économique spéciale. Il faut rendre un hommage en fait au gouvernement de la République de notre pays qui a réfléchi, conçu cette zone économique spéciale comme le levier majeur de développement économique de notre pays. Et donc, je voudrais sincèrement vous inciter, messieurs les chefs d'entreprise, à partir d'aujourd'hui, réfléchir avec l'ensemble de votre réseau à la manière de prendre cette opportunité comme quelque chose qui va vous permettre de développer votre activité. Vous ne pouvez pas être au Bénin, dans notre pays, avoir en fait cette opportunité qui est en train de s'installer dans notre pays et ne pas en profiter. Ce dispositif a été mis en place pour que notre milieu d'affaires, pour que notre environnement des chefs d'entreprise puisse trouver également des leviers de développement de leur business.
nous devons travailler ensemble. Nous sommes disponibles. La Chambre de commerce, sous l'impulsion de son secrétaire général, ne ménage aucun effort. Parce que si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que des personnes ont pris l'initiative de se dire ce sujet est trop important, il faut absolument que nous mobilisions nos milieux d'affaires. J'ai été faire une présentation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hier à l'ambassade de France avec le milieu d'affaires français. Il y avait une cinquantaine ou soixantaine en fait, de chefs d'entreprise qui étaient très très intéressés. Il ne faudrait pas que nous, qui sommes ici, il ne faudra pas que nous loupions le coche. Je vous incite sincèrement à faire un travail déjà entre vous et voir dans quel secteur vous pourriez, compte tenu de votre activité, compte tenu de votre business, compte tenu en fait de l'ambition que vous avez, dans quel secteur vous pourriez vraiment travailler pour intégrer la zone ou pour être sous-traitant en fait d'entreprises qui s'installent dans la zone. Nous allons vous aider. Nous vous donnerons toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir travailler avec ces entreprises qui s'installent ou pour vous installer vous-même à l'intérieur de la zone. C'est une formidable opportunité. Il ne faudrait pas que ce soit seulement les entreprises qui viennent de l'extérieur qui puissent en profiter. Je vous invite sincèrement à prendre ce sujet très au sérieux. Il en va du développement économique de notre pays. Merci beaucoup. Merci bien, M. le mot de fin. Mesdames, Messieurs, chers membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Pourquoi je dis chers membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin? Parce que, vous savez, la Chambre de commerce est dirigée et animée par des groupements professionnels. Et en juillet 2020, vous avez fait une conférence ici par rapport à la COVID-19 et vous avez conclu par le fait que nous devons industrialiser notre pays. Le chef d'État, par le projet de mise en place de cette zone économique spéciale, a répondu à votre demande. Je voudrais demander à l'ASNI, donc l'Association des industriels, à GIP, cette association également d'industriels, à AI2B, cette association d'industriels, à la CONEL, au patronat, à toutes les associations et groupements professionnels, membres de la Chambre de commerce, qui soutiennent l'idée que notre pays peut être le pôle industriel, de saisir cette opportunité. De saisir cette opportunité pour que demain, l'on ne dise pas que l'on a fait sans nous, l'on a fait avec nous, et le développement de notre pays, c'est nous qui allons le faire, ce n'est pas d'autres qui le feront à notre place. La Chambre de commerce, en tout cas, sera toujours là pour vous servir parce que notre métier, c'est servir l'entreprise. Au nom du président de la Chambre de commerce, Alain Dakako, je vous remercie pour votre participation et à très bientôt. Bonjour, comment ça va?